Bonjour à toutes et à tous, en cette heure matinale, par cette météo maussade. Nous sommes justement mieux ici. Donc, je suis très heureuse d'accueillir pour cette deuxième journée de colloque en direct depuis l'Allemagne Martin Sapro et ici Hélène Miard de la Croix. Donc, je vais présenter succinctement, ce qui n'est pas facile au vu de leur très riche carrière et liste de publications. Donc Martin Sapro est professeur en histoire contemporaine. Donc à la Humboldt-Universität, il a été pendant très longtemps, de 2004 à 2021, le directeur du Centre de recherche en histoire du temps présent de Potsdam, Leibniz-Zentrum für zeithistorische Forschung, et donc professeur en histoire contemporaine, d'abord à l'université de Potsdam, puis à la Humboldt-Universität. Et actuellement, il est donc senior fellow dans ce fameux centre d'histoire de recherche en histoire du temps présent. Il est également le porte-parole du groupe de recherche sur la valeur du passé. Donc, vous voyez, on est bien dans nos thématiques. Donc, il édite de nombreuses collections et il a publié de très nombreux articles et monographies, notamment sur la République de Weimar, l'histoire de la RDA et également l'histoire de la culture historique. Et parmi donc, ces nombreux ouvrages et publications, on peut citer notamment en 2022 un ouvrage qui était en fait une réédition augmentée de sa thèse de doctorat qui est consacrée à l'assassinat de Rathenau et à la contre-révolution allemande en 2022, et on peut également citer sa biographie de Erich Honecker, donc le dernier dirigeant de la RDA, mais portant sur la période avant, donc de 1912 à 1945, qui a reçu le prix Goleman pour les ouvrages en histoire. Hélène Miard de la Croix est professeure des universités en histoire et civilisation de l'Allemagne contemporaine à Sorbonne Université depuis 2008. Et ses recherches portent sur l'Allemagne dans les relations internationales, l'histoire de la République fédérale et des relations franco-allemandes, et aussi l'histoire des émotions. Et là encore, parmi ces très nombreuses publications, il y a notamment un volume de la collection d'histoire croisée franco-allemande, portant sur le défi européen, donc l'histoire franco-allemande de 1963 à nos jours. Également sa biographie de Willy Brandt, qui a été traduite en anglais également. Et puis récemment, effectivement, un livre de dialogue avec Andreas Wirsching, un autre historien allemand, Ennemi héréditaire, un dialogue franco-allemand que je recommande à mes étudiants également à ce sujet. Et un collectif sur les émotions dans les relations internationales, à l'exemple de la guerre froide, paru en allemand en 2020. Et elle est, entre autres, parmi ses multiples occupations, coéditrice des actes diplomatiques de l'Allemagne fédérale. Voilà, donc, et elle a aussi été ma garante d'habilitation, donc je suis très heureuse de l'accueillir. C'était pour dire que j'étais très heureuse de t'accueillir ici à Dijon. Donc nous allons écouter maintenant Martin Sapro qui nous fait l'honneur et l'effort de parler en français. Je sais que pour lui, je lui suis très reconnaissante de le faire. Donc pour nous présenter un peu à l'image de Mark Philp hier une réflexion plus théorique en fait, et de permettre de prendre un peu de distance par rapport à cette question de la comparaison en histoire. Donc Herr Sapro, Sie haben das Wort. Merci bien, Nathalie. Bonjour à tous de Berlin à Dijon. Et merci beaucoup aussi pour l'invitation, bien sûr, et pour votre introduction très aimable et gentille. Je vais parler je veux vous donner quelques réflexions sur la valeur de la comparaison historique dans le débat public. Est-ce qu'on peut voir la présentation PowerPoint avec le seul dispositif que je vous avais donné? Ja, das habe ich, Entschuldigung, kurz angeschrieben. Ich kann das selbst nicht zeigen. Sie sollten das selbst zeigen. Oh, ça c'est impossible pour le moment, mais je peux parler. Ça ne fait rien. Ça, c'est bien. Je commence avec quelques réflexions sur la comparaison historique comme méthode historiographique. Et bien sûr, mesdames et messieurs, selon la formule classique de McBloch, comparer, c'est, je cite, constater les ressemblances et les différences et, dans la mesure du possible, expliquer les unes et les autres. Fin de citation. Comparer les événements
et les phénomènes antérieurs et ultérieurs est une opération fondamentale de l'orientation humaine. Peu importe qu'il s'agisse pour le vacancier des prévisions météorologiques des prochains jours ou pour le paysan de ses perspectives de récolte ou pour l'expert économique de l'évolution de la conjoncture. Au-delà de leur propre horizon de vie, les hommes utilisent la comparaison historique au plus tard depuis que la temporalisation des histoires, devenue histoire avec un grand H, a ouvert cette tension entre l'expérience et l'attente, qui, pour Reinhard Koselleck, signifie le début des temps modernes. Comme méthode scientifique, cependant, la comparaison n'a fait son entrée dans l'historiographie que 200 ans plus tard. En effet, l'école des annales avait cherché dès les années 20 à établir établir la méthode comparative en histoire, et c'était Marc Bloch qui en avait fait la publicité en 1928 dans son article programmatique pour une histoire comparée des sociétés européennes. Maintenant, on peut regarder aussi le dispositif. L'historiographie allemande, toutefois, a suivi, encore après 1945, l'idée historiciste fondamentale de l'individualité irréductible de tout phénomène historique. Ce n'est qu'avec le glissement de l'histoire politique vers l'histoire sociale et l'essor de la thèse d'une voie particulière, le fameux Sonderweg de l'Allemagne vers la catastrophe du XXe siècle, que les choses changèrent. Se développa une conception de l'histoire en tant que science sociale qui défia la densité du récit par une analyse structurelle comparative. Cette concurrence atteignit son point culminant à la fin des années 70 avec un débat entre Hans-Ulrich Wehler et Goleman. Ce dernier s'exclama: « L'histoire est un art qui repose sur des connaissances et elle n'est rien de plus », ce que Wehler pouvait facilement réfuter. Quelques ans plus tard, il n'aurait plus guère été possible de prononcer une telle phrase dans le discours scientifique sans marginaliser son locuteur. La comparaison n'est plus le cendrillon de l'histoire, a dit Hartmut Käbler, un précurseur de la comparaison historique en Allemagne. Et aujourd'hui, la comparaison est établie comme outil central de l'analyse historique, comme Sébastien et Christophe Conrad avons dit. Même si quelques champs, comme par exemple l'étude comparée des sciences historiques nationales, étaient considérés, même après le tournant du siècle, comme, je cite de Conrad, comme de nouveaux Vénus sur la scène historiographique. Depuis, dans l'appareil méthodologique des sciences historiques, le procédé de comparer deux ou plusieurs objets qui possèdent un tertium comparationis commun s'est considérablement différencié et de nombreuses modalités différentes se sont établies. Le concept de la comparaison d'objets issus des sciences naturelles peut être conçu dans une perspective généralisante ou individualisante. Elle peut viser la mise en évidence de points communs ou de différences. Les comparaisons peuvent être synchroniques ou diachroniques. Elles peuvent examiner la répétition décalée dans le temps d'événements analogues, comme par exemple l'attitude des Allemands à l'égard de la déclaration de guerre en 1914 et en 1939. Mais on peut aussi comparer l'allégation d'un esprit ou d'une expérience du mot doute, comme on dit en allemand, le Augusterlebnis, dans ses manifestations concomitantes au sein de la population urbaine de l'un côté et rurale de l'autre côté. Et on peut enfin s'intéresser au même phénomène historique à des époques différentes, comme le pratique la recherche comparée sur les dictatures, par exemple.
Hartmut Kelber a proposé lui-même de distinguer entre des comparaisons générales supranationales et des comparations spéciales limitées géographiquement et institutionnellement, au sein desquelles il faudrait encore distinguer entre des comparaisons analytiques, des comparaisons explicatives, compréhensives ou cherchant à établir une identité régionale ou nationale ou européenne. Cependant, la comparaison globale des civilisations lui paraissait, comme à beaucoup d'autres, comme la discipline reine de la comparaison historique. Face au récit, en quelque sorte naïf sur le plan théorique, la comparaison historique nécessite en outre au préalable des réflexions méthodologiques qui concernent aussi bien le choix approprié des cas à comparer que la prise en compte du contexte historique. Sous ces beaucoup prémices, un débat persistant s'est développé sur le rapport entre comparaison et relation. Comparaison et relation. Ce débat est focalisé sur la question reconnue tardivement comme infructueuse de l'indépendance des objets de la comparaison et a pendant longtemps refusé d'intégrer le fait qu'une mise en contraste systématique va à l'encontre de la réalité d'un monde globalisé et que chaque comparaison historique doit tenir compte de l'histoire des relations et l'histoire des transferts. Incontestablement, la comparaison historique accomplit beaucoup, bien sûr. Elle permet de dépasser l'immanence du cas particulier et renforce le regard distancié sur le champ d'investigation. Elle aiguise la compréhension des logiques historiques propres de ce qu'on appelle les dépendances de trajectoire. Elle élargit la compréhension de la diversité historique. Chaque comparaison méthodologiquement validée expose la recherche des causes historiques au bain d'acide d'une analyse qui dépasse le cas particulier. Cela peut notamment ébranler durablement les hypothèses transmises dans l'histoire nationale, comme Kelber, par exemple, l'a notamment étayé à travers de nombreux exemples. La force de la comparaison repose dans ce défi autoréflexif qui oblige à reconsidérer son propre point de vue et dans la contrainte inhérente d'expliciter les présuppositions et les prémices qui restent autrement souvent cachées dans la narration historique, bien sûr. Et maintenant, j'aborde le chapitre suivant, la choix normatif de l'historien. Cependant, les comparaisons historiques ont aussi leurs limites et leurs embûches. Elles tendent nécessairement vers l'abstraction. Elles accomplissent un exercice d'équilibrisme entre la singularité de l'événement historique et l'abstraction imposée par l'analyse. Souvent, la comparaison historique est habitée par la nostalgie d'un critère universel, comme Christoph Conrad a dit, qui aspire un récit magistral capable de créer un grand récit consensuel qui vise la différenciation entre les évolutions normales et les écarts par rapport à la norme. Cela s'est manifesté dans l'historiographie allemande, notamment dans le cadre de la discussion sur la voie particulière, le Sonderweg, qui imputait la chute dans la barbarie nationale-socialiste à un retard dans l'évolution démocratique et à une insuffisante capacité de la bourgeoisie à s'imposer depuis le 19e siècle et qui cherchait ainsi à l'expliquer l'écart fatal par rapport à l'évolution normale en Europe occidentale. Mais le choix du cas de comparaison, qui ne repose pas sur l'événement historique lui-même, mais sur les décisions de l'historien. Et ça suppose surtout inéluctablement
un choix préalable normatif. Celui-ci ne peut, comme je pense, être rattrapé par aucune réflexion théorique préliminaire, aussi élaborée qu'elle soit. L'historien comparatiste peut travailler avec une précision analytique et à laquelle la forme de récit ne peut guère accéder, bien sûr, mais sa démarche comparative garantit une objectivité distanciée derrière laquelle se cache en réalité une décision arbitraire qui, en règle générale, véhicule un programme politique inhérent, comme l'a fait remarquer à bon escient Christophe et Sébastien Conrad. Excusez-moi. Dans ces conditions, la comparaison historique fait office de charnière, entre le discours d'historiens spécialistes et l'usage public de l'histoire. Une charnière qui, dans la mesure où le choix des éléments à comparer n'est pas déterminé par l'objet empirique, mais par la décision de l'observateur, mais de façon particulière des sciences, la morale et la politique. Cette ambiguïté affecte aussi la position de l'historien comparatiste elle-même, qui ne demeure que rarement simple observateur, mais devient souvent une référence dans le débat public et apparaît parfois même comme un de ses acteurs. La prochaine paragraphe adresse la comparaison des dictatures. La différence entre la comparaison qui se réfère au présent et celle qui se réfère au passé ressort d'une manière frappante dans le cas de la République démocratique allemande, la RDA. Depuis les années 70 et jusqu'en 90, les lycéens de l'Allemagne de l'Ouest étudiaient la RDA au moyen de ce qu'on appelait la comparaison des systèmes, der Systemvergleich, entre la République démocratique allemande et la République fédérale. En dépit de tous les résultats des comparaisons menées dans le détail, elle mettait le second État allemand sur un pied d'égalité avec le premier, tout comme la simulation du rouge et du brun l'avait antérieurement classé dans la Ligue des méchants, constituée par le fascisme italien et le national-socialisme allemand, mais aussi par le stalinisme soviétique et le maoïsme chinois. L'opposition commune de ces dictatures à l'état de droit démocratique comptait pendant la guerre froide parmi les figures de base de l'image de soi occidentale. Le consensus antitotalitaire constituant au-delà de la sphère de l'action politique un élément essentiel de son propre identité. À l'inverse, en RDA, aucune autre interprétation occidentale ne fut combattue d'une manière aussi intransigeante que cette doctrine, je cite, cette doctrine selon laquelle le fascisme et le socialisme constituent des formes d'État et de société de même nature. Fin de citation, comme on peut lire dans un est-allemand de dictionnaire du communisme scientifique. Après 1989, la comparaison de la première et de la seconde dictature allemande est revenue sur le devant de la scène et même a conquis après 1990 le statut d'un paradigme dans l'espace public. Le violent débat sur le prétendu échec et l'aveuglement des précédents travaux de la recherche sur la RDA qui auraient gravement méconnu le caractère dictatorial du régime de la SED nous enseigne à quel point la recherche allemande en histoire contemporaine a été surprise par ce glissement de la comparaison du présent vers le passé. Cette tentative de présenter le socialisme de la RDA fondé à l'origine en tant que pôle radicalement opposé au fascisme allemand comme son frère
dans l'esprit. De nombreux anciens citoyens de la RDA l'ont ressenti à plus forte raison comme l'expression d'une mentalité de vainqueur et comme une dépossession du sens de leur vie marquée par l'antifascisme. Pour ces raisons, la recherche comparée sur les dictatures est toujours située dans un espace entre politique et science, dans lequel des facteurs extra-scientifiques influençaient d'une manière déterminante sa conjoncture. Après une phase de déclin dans ces dernières décennies, avant l'effondrement du système soviétique, la comparaison des dictatures retrouva dans les années 90 temporairement une reconnaissance générale, en dépit de toutes les controverses sur la portée du concept de totalitarisme et du concept de dictature moderne que lui était opposé. C'est ce que confirma Jürgen Kocher, un représentant en vue des sciences sociales historiques dans les débats de la commission d'enquête du Bundestag, intitulé « Travail de mémoire sur l'histoire et les conséquences de la dictature de la SED en Allemagne ». Et je cite Jürgen Kocher, « Je crois que la comparaison entre les deux dictatures allemandes est légitime et utile, et de surcroît appropriée. La comparaison peut aussi contribuer à mieux gérer les conséquences et à apprendre à éviter des situations similaires. Entre-temps, mesdames, messieurs, la comparaison des dictatures portées par le paradigme du totalitarisme a reperdu son caractère explosif dans le débat public, tout comme son attractivité scientifique. Dans les débats actuels, il apparaît à certains égards comme un fossile de l'époque du début du travail de mémoire sur la RDA après 1990. En effet, à côté des points communs évidents, à savoir que dans les deux cas, il s'agit de dictatures, les différences pèsent trop lourd. Il faut mentionner ici le caractère différent de la répression dictatoriale, qui était plus orientée vers l'intérieur dans le cas de la RDA et plus orientée vers l'extérieur dans le cas du régime nazi, ainsi que l'étendue temporelle très différente, puisque la RDA eut une durée de vie plus de 3 fois supérieure au régime nazi. L'expansionnisme national-socialiste du régime hitlérien, qui a asservi presque toute l'Europe en quelques années, était radicalement différent du pouvoir de SED, qui visait à une totale domination intérieure. De plus, les deux systèmes ont connu une fin totalement différente. L'un dans l'enfer de la guerre mondiale grâce à la force armée combinée du reste du monde, l'autre dans une lutte silencieuse et d'une autoparalysie manifeste. Les modèles explicatifs fondés sur la théorie du totalitarisme ont tendance à occulter la différence entre l'intention du régime et la réalité sociale, à reléguer le degré réel de domination du pouvoir total à la marge de l'analyse. Elle dissimule ainsi le chaos polycratique derrière la façade du Führer du Troisième Reich et décrivent également la société de la RDA comme l'objet amorphe et dominé complètement par le pouvoir, exactement tel que le pouvoir dictatorial le concevait lui-même. Dans l'ensemble, le modèle du totalitarisme rend difficile l'accès à l'ancrage dans le quotidien de la domination dans le contexte d'une dictature, l'arrangement avec le pouvoir, le processus d'adaptation à la société dictatoriale. Pour la comparaison des deux dictatures allemandes, tout au moins, les propositions de lecture qui se réfèrent aux différents modèles
de totalitarisme ne constitue plus un modèle d'interprétation aujourd'hui valable selon les standards scientifiques actuels. Pour que cela n'oblige pas à renoncer totalement au potentiel analytique de la comparaison des dictatures, la recherche en histoire contemporaine a développé dans les années 90 et plus une distinction entre macro-comparaison globale et micro-comparaison spécifique. Elle permet de se décharger du fardeau normatif d'une comparaison globale et de la remplacer par la focalisation sur certains champs et questions de recherche qui satisfont à une sélection méthodiquement justifiée selon des critères transparents. La distinction entre la comparaison intégrale et la comparaison sectorielle a libéré la recherche comparée sur les dictatures de causer d'une surenchère normative et a produit des résultats fructueux dans de nombreux champs de recherche. Philippe Terre, par exemple, a pu le démontrer d'une manière impressionnante à propos du bouleversement des années 89 et 90 dans les pays socialistes de l'Europe centrale, en forgeant, dans le cadre d'une étude comparée, a forgé le concept d'une révolution négociée. La comparaison globale des systèmes de domination, en revanche, a apporté des connaissances supplémentaires avant tout sur la relation entre national-socialisme et fascisme, alors qu'elle était restée très peu concluante pour la recherche comparée des deux dictatures de gauche et de droite, et en particulier pour l'analyse comparée de la dictature nazie et de la SED, où elle a surtout produit des résultats contrastés. En résumé, on peut retenir qu'en dépit de toutes les garanties méthodologiques et de toutes les restrictions thématiques, la comparaison historique reste une méthode scientifique exigeante dont le bénéfice scientifique risque d'être rapidement altéré par des implications morales et normatives. Elle doit en plus se battre contre la confusion populaire entre comparaison et identification et assimilation. La comparaison des dictatures en histoire contemporaine ne peut notamment que rarement se passer d'assurer que comparer ne veut dire mettre sur le même plan, mais vise toujours à déterminer de façon équivalente les ressemblances comme les différences. Et maintenant, le prochain chapitre, la comparaison historique comme argument dans le débat public. La distinction catégorielle entre comparaison et identification équivalence constitue déjà en elle-même un défi scientifique dans la recherche comparée. Elle s'estompe encore davantage dans l'utilisation publique de la comparaison comme argument politique. Cela tient au fait que le choix de l'objet de référence, comme j'ai dit, n'est soumis à aucun pouvoir de veto fondé scientifiquement, tel que le constitue le célèbre pouvoir de veto des sources, comme Reinhard Koselleck a dit sur le plan empirique. De fait, tout peut être comparé. Le talent d'Achille de la comparaison comme méthode historiographique est que cette dernière est dépendante de sa valeur dans la sphère publique et non dans sa force de preuve empirique. Mais cette dépendance constitue en même temps le fondement de son utilisation publique. La comparaison historique puise sa valeur dans une connexion singulière entre aura scientifique et arbitraire décisionniste qui lui donne sa place prépondérante dans l'actualisation du passé. Or, comme le choix du cas de référence dépend uniquement de l'observateur lui-même, la comparaison est utilisable à volonté et peut pourtant toujours revendiquer une plausibilité discursive à condition de disposer d'un
tertium comparationis apparemment évident. Et maintenant, je parle un peu sur la comparaison avec la République de Weimar, que vous avez déjà fait dans la conférence hier. La comparaison avec la République de Weimar joue à cet égard un rôle prépondérant dans la comparatisme pratiqué dans la sphère publique. La courte phase fébrile entre l'Empire et l'époque nazie a constitué en République fédérale pour longtemps, et je cite Andreas Wirsching, pour longtemps une sorte de négatif servant à s'assurer de sa propre stabilité démocratique. Weimar était un cas d'école par excellence pour la perte de pouvoir et le renoncement à la démocratie. Fin de citation. Et je viens de citer ici les mots d'Andreas Wirsching en ouverture d'une série d'articles publiés dans la Frankfurter Allgemeine Zeitung il y a quelques ans sur ce qu'on appelle en allemand, les Weimarer Verhältnisse, les situations weimariennes. Quelle chance la République de Weimar avait-elle laissé passer? Quels enseignements fallait-il tirer de son échec? Telles étaient les questions qui, du point de vue de l'Allemagne fédérale, étaient adressées à cette interlude démocratique de 14 ans et auquel la réponse aboutit provisoirement à une formule qui donna le titre de l'ouvrage de Fritz Allemann paru en 1956, Bonn, ce n'est pas Weimar. Cependant, avec le temps et surtout avec l'essoufflement du débat sur les hypothèques pesant sur l'arrivée de l'Allemagne dans la modernité en lien avec la thèse du Sonderweg, la question des chances manquées par la première République allemande et de la persistance des déficits démocratiques perdit son importance. Avec la transformation progressive de l'image de soi de la République fédérale vers un ordre social basé sur les valeurs, le funeste présage de Weimar s'est estompé. Dans ce contexte, le travail allemand sur le passé, qui s'était jusqu'alors focalisé sur les racines weimariennes de l'ascension du national-socialisme, se déplaça dans le dernier tiers du XXe siècle vers les causes de la rupture civilisationnelle du national-socialisme, s'éloignant de la prise de pouvoir et se tournant vers la Shoah, vers l'Holocauste. Ce sont seulement l'essor inattendu d'un nouveau populisme de droite et l'enchaînement en cascade des crises survenues depuis 2015, crise de l'euro, crise migratoire, réapparition des conflits militaires en Europe, qui ont fait récemment s'éroder cette assurance ancrée dans la culture mémorielle, sans pour autant que la comparaison avec Weimar n'ait retrouvé son ancienne force. La crainte d'un retour d'une situation weimarienne passe à notre époque pour largement infondée et discrédite la comparaison avec la République de Weimar, présentée comme une véritable agence d'hystérisation formelle, Hysterisierungsagentur, et je cite Sebastian Ulrich, qui provoque justement et exactement le danger dont elle veut se prémunir. Et maintenant, bien sûr, la comparaison avec le national-socialisme. C'est différent pour la comparaison avec le national-socialisme, ce qu'on appelle en Allemagne le Nazi-Vergleich. Les références au national-socialisme constituent une arme tout-terrain dans le champ de la comparaison. La propagande de Goebbels opère ainsi depuis février de cette année quand elle motive l'attaque de l'Ukraine par la lutte contre les nazis gouvernements de l'Ukraine. C'est surtout dans l'espace public des deux Allemagnes que le reproche d'une proximité avec le régime nazi possède une tradition remarquable. Quand Alex Möller, ministre des Finances social-démocrates, affirma en septembre 1970 au Bundestag à l'adresse de la CDU que ceux, et je cite, que ceux qui sont responsables de deux guerres mondiales et de l'inflation qui en découla
vous sont plus proches intellectuellement que la SPD. Fin de citation. Et cette affirmation incita en effet la CDU à quitter immédiatement la salle et fit tellement de vagues que le journal Bild-Zeitung estimant en première page que 15 millions d'Allemands étaient insultés. 15 ans plus tard, quand Willy Brandt diffama Heiner Geisler, directeur de la campagne électorale de la CDU, en le qualifiant de pire agitateur dans ce pays depuis Goebbels, il se heurta dans l'opinion publique de la République fédérale, certes du rejet, mais recueilli aussi de l'approbation. Mais quand un an plus tard, en 1986, Helmut Kohl compara Mikhail Gorbatchev, secrétaire général de l'Union soviétique, à Joseph Goebbels, une majorité écrasante des Allemands considéra cela comme un dérapage honteux. Dans les deux cas, c'est la démagogie et la propagande qui constituent pour les auteurs de cette comparaison un tertium comparationis solide, qui fut cependant accepté à des degrés divers par le public. Depuis, avec la reconnaissance du caractère singulier de l'Holocauste, la base commune de la comparaison s'est réduite à tel point que souvent, chaque mise en parallèle de faits de l'époque nationale-socialiste avec des fins actuelles jette autant l'opprobre sur son auteur que sur le problème dénoncé. En 2018, le musée de mémorial de l'Holocauste de Washington a publié un communiqué de presse déclarant que les comparaisons faites à la légère avec le national-socialisme et notamment les analogies avec l'Holocauste étaient troublantes, voire dangereuses. Et en 2022, le président palestinien Mahmoud Abbas a payé d'un ostracisme international et d'une plainte pour l'incitation de la haine son parallélisme inconsidéré entre l'Holocauste et les violences israéliennes à l'égard des Palestiniens. Cette équivalence a conduit dans le monde des médias au constat résigné que toutes les comparaisons déforment obligatoirement la réalité par la relativisation qu'elles opèrent, mais qu'elles en jouissent pas moins d'une popularité intacte, notamment en relation avec la rupture civilisationnelle du national-socialisme. Et maintenant, un petit excurs sur Duda, Hitler et les historiens. La justesse de ce diagnostic s'est récemment vérifiée de manière impressionnante, je pense, lors du débat public sur l'agresseur russe dans la guerre de l'Ukraine. Et cela témoigne en même temps du rôle ambivalent des historiens professionnels dans les controverses déclenchées par la comparaison avec le national-socialisme. En effet, quand le président polonais Duda a établi en juin 2022 un parallèle entre Hitler et Poutine pour étayer sa critique des hésitations allemandes et françaises à livrer des armes lourdes à l'Ukraine, cette déclaration a été aussitôt transformée par les médias en une comparaison classique avec le national-socialisme qui transformait Poutine en véritable réincarnation d'Hitler. La comparaison rhétorique de Duda est rapidement devenue une thèse mondialement reçue, dont l'écho particulier réside dans le fait que même les historiens spécialistes ont pris position sur la question. Dans une contribution retentissante au New York Times, Timothy Snyder a pu ainsi avancer l'argument que le fascisme n'avait été vaincu qu'en apparence et qu'avec la guerre de Poutine contre l'Ukraine, il avait retrouvé sa vigueur d'antan. En lien avec l'intervention de Duda,
Il a alors précisé, en se référant à la notion de politique de Carl Schmitt et à la définition du totalitarisme de Karl Joachim Friedrich, que la Russie de Poutine était un État fasciste. Mais Snyder ne s'est pas contenté de cette classification historique. Il en a tiré lui-même des conclusions qui ont transformé l'analyse historique en un appel politique. À son tour, immédiatement repris par les médias. Citation, l'historien d'un journal, excusez-moi, l'historien américain Timothy Snyder, maintes fois récompensé par ses travaux, est convaincu que Poutine utilise les mêmes techniques de domination qu'Hitler. Il doit être vaincu absolument pour sauver la démocratie. Ce changement de rôle a déjà été critique au sein de la discipline en Allemagne. Avec son appel, Snyder a, en revanche, trouvé du soutien auprès de sa collègue Anne Applebaum. Elle a certes exigé de manier avec prudence la notion de fasciste, et je la cite, parce qu'alors tout le monde pense immédiatement à l'assassinat des Juifs et à l'Holocauste. Fin de citation, mais elle arrive néanmoins à la même conclusion que Snyder. Citation, oui, dans ce cas, je dirais qu'on peut utiliser le mot fasciste. La manière avec laquelle les Russes parlent actuellement des Ukrainiens est génocidaire. Fin de citation. Comme on le voit, Applebaum s'est appuyé, contrairement à Snyder, sur une double rhétorique qui enrobe la détermination de son propre jugement de l'apparence pondérée du scientifique sociaux du différencié. Ainsi, la lauréate du prix Pulitzer, Anne Applebaum, a concédé qu'il est important, et je la cite, de distinguer les différentes sortes de sociétés et que toutes les formes de régime autoritaire ne se ressemblent pas. Fin de citation. Elle a pourtant immédiatement enchaîné sur une comparaison des dictatures, suggérant une équivalence entre le régime de Poutine et les formes de droite comme de gauche du totalitarisme, et la cite de nouveau, la Russie a un système autocrate qui comporte beaucoup de ressemblances avec les dictatures fascistes et communistes du passé. Fin de citation. Applebaum a ainsi court-circuité l'état de la recherche en matière de comparaison des dictatures d'une manière si flagrante que son intervention ne satisfait à l'exigence scientifique que par la forme, mais nullement par le fond. Dans le débat sur Poutine, ce n'est pas le jugement lui-même qui distingue l'argument scientifique de l'argument politico-historique. Des voix dont l'intégrité scientifique ne font pas de doute ont aussi attiré l'attention sur les parallèles fructueux sur le plan scientifique entre Poutine et Hitler, comme ma collègue Annette Vogel, par exemple, a fait en comparaison avec Hannah Arendt. Mais dans le cadre de la comparaison historique, le danger est constant de réduire l'autorité de la science historique à une simple posture. La comparaison historique a constamment confronté au problème que je l'ai déjà adressé, qui devient impossible de distinguer les références scientifiques et politiques. Et je voudrais l'expliquer pour terminer mon discours en prenant l'exemple de la comparaison prédictive. La comparaison prédictive. En tout cas, la comparaison historique en général est séduisante, bien sûr. Elle nous sert de boule de cristal qui, par un détour par le passé, nous permettent d'entrevoir l'avenir, peut-être. Mais ce regard sur le futur, nous le savons, est trompeur. Celui qui s'oriente en fonction du passé pour anticiper le lendemain, c'est déjà fourvoyé. C'est ce que nous enseignent des prophéties autant rebattues que profondément enracinées de schémas répétitifs dans les crises boursières et dans les explosions des violences globales. Tout le XXe siècle a été rempli de comparaisons populaires entre les civilisations qui concluaient par exemple à la décadence à venir de la société actuelle à partir de la chute de l'Empire romain,
ou qui se servait d'une approche comparative de l'expansion russe vers l'Occident pour mettre en garde contre l'expansion du bolchevisme et les ambitions impérialistes de l'Union soviétique, répétant ainsi un schéma existant depuis des siècles. Un autre exemple, le social-démocrate allemand Otto Wels fit référence aux lois antisocialistes sous Bismarck dans son discours courageux contre la loi sur les pleins pouvoirs de mars 1933, en allemand le Ermächtigungsgesetz. Et je le cite, « Aucune loi sur les pleins pouvoirs ne vous donne le pouvoir, a dit Otto Wels, de détruire des idées qui sont éternelles et indestructibles. Vous-même, vous vous réclamez du socialisme. La loi contre les socialistes n'a pas détruit la social-démocratie. Dans ces nouvelles persécutions, la social-démocratie allemande peut puiser de nouvelles forces. Nous saluons les persécutés et les opprimés. Nous saluons nos amis dans le Reich. Leur résistance et leur fidélité méritent de l'admiration. Le courage de leurs opinions, leur confiance inébranlable garantissent un avenir meilleur. » Fin de citation. Le courage de Otto Wels d'avoir osé prononcer de tels propos au milieu de députés national-socialistes en furie et de casseurs de la SDA mérite l'admiration, bien sûr. Ils reposèrent cependant sur l'hypothèse erronée, sur l'hypothèse mauvaise que la répression hitlérienne de la SEPD rassembla à celle de Bismarck. Wels fut victime de l'illusion fatale qu'à la fin de la social-démocratie allait sortir renforcée de la persécution nationale-socialiste. La comparaison historique minimisait involontairement le caractère meurtrier du régime national-socialiste. À la fin des 12 années suivantes, messieurs, dames, Hitler lui-même succomba à son tour, mais d'une manière tout autre à la suggestion d'une comparaison trompeuse. Ainsi, quand le 12 avril 1945, Franklin Delano Roosevelt fut victime d'une attaque cérébrale, cela alimenta chez les dirigeants nationaux socialistes alors enfermés à Berlin l'espoir d'un tournant décisif de dernière heure dans la guerre, comme Joseph Goebbels l'assura au Führer avec enthousiasme dès la réception du message de la mort de Roosevelt. Cette croyance grotesque découlait du souvenir de la mort soudaine de la tsarine russe Élisabeth, qui permit le sauvetage surprenant de Frédéric II pendant la guerre de 7 ans. Elle s'appuyait sur le tertium comparationis tout aussi grotesque d'un lien étroit entre le roi de Prusse et le dirigeant nazi. Dans la dernière salle de séjour et de travail d'Hitler dans le bunker, sous la nouvelle chancellerie du Reich, se trouvait une seule œuvre d'art, une copie du célèbre portrait de Frédéric II par Antoine Graff. C'est avec le roi de Prusse qu'Hitler dialoguait, et c'est avec lui qu'il s'identifia comme risque tout génial. C'est lui qui l'imita en allure et en apparence pendant les dernières semaines de sa vie comme un Frédéricus redivivus, un Frédéric revenu à la vie. Hitler lui-même a souligné ce parallèle lors de son dernier discours devant les Reichs- und Gauleiter le 25 février 1945, quand pour la première et unique fois, il aborda lui-même publiquement le déclin de sa santé, et je le cite, « Comme vous le voyez, je ne me trouve actuellement pas dans un état de santé optimal, mon bras gauche tremble, ce n'est que maintenant que je comprends parfaitement Frédéric le Grand, qui à la fin de ses campagnes militaires rentra à la maison en homme malade et affaibli. » Fin de citation. C'est de ce tertium comparationis et de la comparaison avec le miracle de la maison de Brandenbourg qui avait représenté pour Frédéric la mort de la tsarine Élisabeth II, que Goebbels et Hitler ont déduit cette certitude que la mort du président des États-Unis ferait exploser la coalition anti-hitlérienne.
à présent semblait se répéter et ce qu'il était arrivé à Frédéric à peine 202 ans plus tôt. Et je cite une autre fois Hitler. Comme le grand Frédéric, nous aussi, nous trouvons face à une coalition d'ennemis puissants. Toutefois, les coalitions aussi ne sont que l'œuvre de l'homme maintenue par la volonté de quelques-uns. Fin de citation. À quel point ces criminels contre l'humanité s'étaient trompés, c'est ce qu'ils démontrèrent à peine 3 semaines plus tard par leur suicide dans le bunker sous la chancellerie de Berlin. Mesdames, Messieurs, comme le montre tout cela, la comparaison historique, quand elle maniée intelligemment, constitue un instrument indispensable d'une historiographie soumise à des critères scientifiques. Mais elle est en même temps aussi une instance de recours historique qui n'est pas limitée par aucun pouvoir de veto empirique et dont la force suggestive consiste à pouvoir transformer le passé, intentionnellement ou non, en un simple miroir du présent. Je vous remercie pour votre attention. Merci bien. Merci beaucoup, cher Martin. Merci beaucoup. Je vais essayer de parler relativement clairement, tout en étant impressionnée de la capacité à présenter un sujet aussi complexe en français. Donc nous avons, avec un titre détourné de la maxime de Cicéron, Historia Magistra Vitae, nous avons eu la chance d'entendre Martin Zapro nous proposer une réflexion sur la valeur publique de la comparaison historique qui devient, avec lui, une servante de la vie. Et donc sa réflexion très large nous a offert un panorama des usages de la comparaison par les historiens et comme argument dans le débat public qui nous a permis de suivre, de comprendre, de se rappeler les atouts et les périls, de suivre les heures et les malheurs d'une approche qui est un outil indispensable, un outil heuristique, mais qui, comme il nous l'a montré, peut avoir des effets tant dans la pratique historienne que dans l'usage public. En quelques mots, je récapitule donc, il nous a présenté la comparaison établie comme un outil central de l'analyse historique. C'est un phénomène assez tardif, mais que a été établi, et c'est ce qui fait de l'histoire une science humaine, une démarche, un procédé, je cite, de comparer 2 ou plusieurs objets qui possèdent un tertium comparationis commun, et que cette pratique a été établie à l'époque moderne et puis s'est considérablement différenciée avec de nombreuses modalités qui conduit, a-t-il récapitulé, à une grande diversité de ce que l'on compare, et votre colloque le montre aussi, entre des façons d'être, des réactions à des situations ou des constellations de forces, et qui permet donc de faire des comparaisons à fonction analytique, explicative, compréhensive, ou cherchant à établir une identité jusqu'à tendre à l'équivalence, et c'est là que la tentation se fait. Il a rappelé, et c'était très utile, que le sujet, la question de la comparaison est un sujet longuement discuté depuis longtemps dans la profession historienne. Il a rappelé, contre certaines évidences, que le choix de l'historien dans sa comparaison relève en partie d'un arbitraire, mais que la méthode suivie permet de maîtriser cette dimension. Et il nous a montré également les possibilités d'une dimension normative dans ces comparaisons que pratiquent les historiens et comme ils sont utilisés dans l'espace public, avec, a-t-il donné l'exemple de la comparaison des dictatures, le concept de totalitarisme, par exemple. Et puis, il nous a proposé une palette assez large de différents points de comparaison dans l'histoire allemande et européenne,
où l'histoire allemande ne sert pas seulement de comparaison aux Allemands eux-mêmes, mais appartient à tous d'une certaine façon, avec Weimar, le nazisme ou Hitler, pour arriver jusqu'au débat actuel autour du caractère génocidaire des pratiques russes en Ukraine. Donc ce large panorama nous a permis de poser un certain nombre de résultats, et notamment, et là je le rappelle parce que c'est important, les atouts de la comparaison, et là je recite ce que j'ai noté des propos de Martin Sabro, dépasser l'immanence du cas particulier et renforcer le regard distancié, aiguiser la compréhension des logiques historiques propres et de ce que l'on appelle les path dependency, les dépendances du chemin, dépendances du sentier, et permettre d'élargir la compréhension de la diversité historique. On sait, pour le pratiquer, que la comparaison en histoire est une discipline exigeante qui est menacée par le cadre normatif et par l'intervention d'autres acteurs. Et cette notion d'arbitraire, qu'il a rappelé, du choix de l'historien dans la comparaison, est, semble-t-il, le lieu de passage à l'usage public de l'histoire. Et le mot « usage », je vais revenir un tout petit peu dessus. Il terminait son propos par la comparaison prédictive et le danger d'utiliser le passé comme miroir du présent. Alors, je voudrais juste faire quelques remarques, peut-être 5, peut-être seulement 4 si je n'ai pas le temps, de points qui m'ont fait réagir, où j'abonde, où je rebondis. Globalement, je ne suis pas beaucoup en désaccord avec ce qui a été dit, donc c'est plus l'idée d'élargir un peu. Donc peut-être rappeler que la comparaison est une activité humaine fondamentale et qui correspond à un certain nombre d'opérations et qui servent, si on le ramène vraiment à une approche anthropologique, qui sert à se mesurer et à se positionner. Alors, Martin Sabro évoque la prédiction du temps qu'il va faire selon ce qu'on sait que nos ancêtres disaient, mais avant même cela, la comparaison est un élément de survie à l'origine qui permet d'évaluer ses forces et ses atouts, et donc de chercher un savoir dans la comparaison. Et puis, derrière, il y a la question de l'intention. Il y a un très beau mot en allemand qu'on appelle la Abgrenzung, c'est-à-dire se distancier, se distinguer. Alors, si je dis la distinction en français, on va tout de suite penser à Bourdieu, mais c'est plutôt, ça fait partie d'un processus de positionnement et d'auto-évaluation. Et j'insiste d'abord sur cette auto-évaluation parce que je pense que ça permet de distinguer un certain nombre d'évolutions. Donc, la mise en valeur par le contraste, la comparaison sert d'abord à dire la différence. Et sur ce que disait Martin Sabro sur le discours dominant sur la RDA en RFA, en Allemagne fédérale, il a parfaitement relevé cette présence d'un discours permettant aux Allemands de l'Ouest d'être mieux, parce que différent du noir, du brun dans le passé, et différent du rouge dans le présent, dans le voisinage. Alors, en même temps, il n'a pas été jusqu'à dire aussi que ça fonctionnait pareil en RDA. C'est-à-dire que la RDA avait aussi, et s'est construite sur les fascistes, enfin sur la différence par rapport aux fascistes qui étaient tous de l'autre côté de la muraille antifasciste, qui était le mur de Berlin. Voilà, dans cette opération de base qui est de se définir, que la comparaison se permet de se définir, il a évoqué aussi au détour d'une phrase cette remarque que l'on fait toujours de dire que comparer ne veut pas dire que c'est la même chose. La comparaison ne signifie pas l'identification. On peut relever un usage intéressant du terme « ah oui, mais ça c'est incomparable ». Ça, on ne peut pas comparer dans l'usage courant de la vie. Qui montre qu'il y a derrière ce terme de comparaison autre chose que cette simple opération de face à face et d'évaluation, et qui est d'ailleurs une phrase qui n'a pas de sens, parce que quand on dit que c'est incomparable, on a déjà comparé, pour pouvoir dire que c'est incomparable. Et c'est là qu'il y a la bascule vers la comparaison à la recherche des ressemblances, là, pour le coup, et tendant vers des équivalences. La comparaison comme instrument pour suggérer une identité
qui peut être d'ailleurs pour soi-même, pour s'approprier des qualités particulières, et là qui amènerait à l'idée d'une forme monumentale de l'histoire. Je sais que Marc Philp hier a évoqué, a fait le rappel des distinctions que faisait Nietzsche des 3 sortes d'histoire, hein, dans les... C'était pas ça ? C'était un autre. Alors bon, pardon, je n'étais pas là, excusez-moi. Bon, voilà, donc voilà, Nietzsche va être évoqué une nouvelle fois dans sa deuxième considération inactuelle ou intempestive de l'utilité et de l'inconvénient de l'histoire pour la vie. Là, j'évoque il évoquait 3 formes d'histoire. La forme monumentale, qui convient aux hommes d'action, en prenant exemple sur de hauts faits du passé, mais les hommes d'action du présent étant condamnés à être des épigones, ne pouvant jamais être à ce niveau. Nietzsche rappelait la deuxième forme d'histoire, qui était la forme antiquarisch, on dit en allemand, donc antiquaire, c'est un peu étrange en français, qui convient plus aux esprits soucieux de conservation et de piété. Et donc l'identification avec le passé apportant une orientation à l'existence actuelle, tout en rendant l'imitation impossible, si c'est admirable. Et puis la troisième forme, et de ce point de vue, Nietzsche était quand même très, il voyait ce qui allait se passer au XXe siècle, la troisième forme d'histoire, qui est la forme critique, répondant aux besoins, disait-il, des opprimés et des révoltés, critique au sens en ce qu'elle met en cause le passé et conduit au rejet du passé. Donc certes, ça date de la fin du XIXe siècle, mais là, Nietzsche nous avait donné quand même trois orientations d'un usage et d'une présence de l'histoire, non seulement dans la discipline, mais aussi dans l'espace public. Donc je reviens à mon point, comparaison comme instrument pour suggérer une identité pour soi-même, et donc allant vers une histoire monumentale. Et donc on voit ici cette tension dans l'usage de la comparaison, y compris en dehors de la famille des historiens, et je viens d'évoquer, avec ce non-sens de dire c'est incomparable, puisque cela veut dire qu'on a déjà comparé, c'est-à-dire l'idée qu'il y a une valeur normative dans la comparaison servant souvent à mettre en évidence un faire-valoir. Faire-valoir qui est différente de la valeur strictement empirique que j'évoquais au début, de se mesurer à l'autre. Alors là, on pourrait revenir dessus, mais on n'a peut-être pas assez de temps sur discuter l'écart à la norme qu'évoquait Martin Zabro sur le fameux Sonderweg, la thèse selon laquelle, alors pour les non-germanistes, la thèse selon laquelle, qui est développée dans l'historiographie du XXe siècle, on va dire après 1945, selon laquelle l'Allemagne aurait suivi un chemin différent de la norme étant représentée par la France et la Grande-Bretagne, ou le Royaume-Uni, dans son arrivée dans la modernité, et que ce chemin différent, particulier, aurait été le lit de régime, enfin d'une propension à adhérer à des propositions autoritaires, totalitaires, parce qu'on n'aurait pas eu de pratique de démocratie. Je voulais juste rappeler que cet écart à la norme n'est pas seulement une comparaison qui a été faite par les historiens pour essayer d'expliquer pourquoi le fascisme et le nazisme est arrivé en Allemagne, le nazisme et pas ailleurs, à l'époque de l'Empire allemand, de Guillaume II, il y avait cette thèse du Sonderweg, et le terme a été formé à ce moment-là, de dire nous sommes capables d'entrer dans la modernité de la technologie, de l'industrie, etc., sans avoir besoin d'avoir recours à ce détour par la démocratie, comme le Royaume-Uni et la France. Ça, c'est un petit détour sur cet écart à la norme. Quand je dis valeur normative, je trouve qu'on pourrait réfléchir à la différence de l'usage selon qui fait la comparaison. D'abord, la comparaison est pour soi un moyen d'approcher la réalité, un cheminement interprétatif, c'est un outil, un usage par analogie, ou en attendant un bénéfice éventuellement, si la comparaison est flatteuse, et c'est une ressource d'imaginaire. Et cela peut être le moyen d'une prise de distance en disant ce n'est pas comme, quand on cherche à interpréter le présent, le passé ayant cette valeur de mise en garde pour le présent.
Et donc, là aussi, Martin Sapro a rappelé le recours à la comparaison avec la première République allemande, la République de Weimar, fortement et très longuement lue uniquement par sa fin, et donc analysée uniquement selon le prisme qu'est-ce qui a fait qu'elle a échoué et que le nazisme a été possible. Et donc il rappelait comment, encore assez récemment, il y a eu une série d'articles dans la Frankfurter Allgemeine Zeitung sur les situations weimariennes. Et c'était un cas typique de demande publique aux historiens, puisque c'est une demande qui a été faite à donc un certain nombre d'historiens. Il y a eu une série d'articles sur les différents aspects, la politique, les médias, l'économie, etc. Et alors j'ai eu la chance d'y participer, puisque moi on m'a demandé de faire la politique étrangère et le regard de l'extérieur. Et ce qui est tout à fait étonnant, c'était les réactions des lecteurs à ces articles. Nous avons reçu énormément de lettres de lecteurs, oscillant entre une réassurance en disant oui, en effet, nous ne sommes pas Weimar, d'autant moi que mon article était plutôt sur le regard de la France, pas du tout dramatisant. Mais il y avait aussi des lettres de lecteurs disant « Mais vous ne vous rendez pas compte, c'est pire aujourd'hui ». C'est-à-dire que ça illustre exactement ce que disait Martin Sapro sur la comparaison qui finit par provoquer ce que l'on essaie de repousser. Et puis, donc, sur la question qui fait la comparaison, on en a vu dans les derniers exemples, le recours à la comparaison contre les autres. Donc l'argument, non pas pour réfléchir à sa propre évolution, mais la comparaison fonctionne alors beaucoup plus facilement, systématiquement par analogie, avec une valeur souvent dépréciative qui aime la simplification. Donc on voit comment cette comparaison dans l'usage est dans une tension entre réassurance et je dirais apostrophe, dans notamment ce qui est dit récemment sur Poutine, avec le jugement de valeur, et comment, et ça je trouve que la conférence l'a bien montré, il y a glissement d'un outil d'appréhension de réalité, de compréhension, vers un outil d'évaluation. Ça, ce sont des choses que vous avez déjà vu dans vos travaux, alors c'est peut-être un point sur lequel on pourra discuter, si on le veut, le phénomène intéressant de la comparaison qui devient indigne, qu'il n'est plus correct de comparer avec le nazisme. Et là, peut-être une question que je pourrais poser à Martin, c'est la comparaison avec le nazisme, il est reconnu qu'elle est abusive, qu'elle déforme, et pourtant on y a recours. Et donc, quelle est à quoi elle sert finalement dans ce système de normativité? Je peux dire encore quelque chose? 2 minutes. Bon. Alors, qu'est-ce que je peux dire encore? Oui, alors je voudrais peut-être une dimension qui a été moins soulevée et qui permettrait d'ouvrir, qui est la dimension nationale dans l'usage de la comparaison historique, dans le discours politique. Et là aussi, il y a une tension, je trouve, et c'est un peu contradictoire, dans la mesure où, si on rappelle le plaidoyer de Marc Bloch en 1928, qui lui-même avait connu la Première Guerre mondiale, son plaidoyer pour la comparaison, c'est une grande conférence qu'il avait faite à Oslo d'abord, c'était un réquisitoire contre l'histoire nationale. C'était de dire qu'il faut absolument sortir l'histoire de son cadre national si l'on veut éviter de nouvelles catastrophes comme la Première Guerre mondiale. Et son programme pour les historiens était, je cite, de comparer les sociétés européennes voisines et chercher dans la comparaison un moyen de contrôle contre les fausses similitudes. C'est-à-dire que les conceptualisations trop vastes conduisent souvent à de fausses similitudes. Donc c'est un moyen de contrôle contre les fausses similitudes, ou au contraire, un procédé pour découvrir des similitudes cachées, et ça c'est un point intéressant, par l'absence d'un vocabulaire commun. Tous les gens qui se sont essayés à la comparaison, à l'histoire Entangled History et l'histoire croisée, savent très bien que le vocabulaire, la mise en mots, est un des lieux où se passe la difficulté. Et donc Marc Bloch soulignait là un des problèmes spécifiques des historiens, qui est aussi connu de ceux qui comparent, qui est la comparabilité des sources.
Pour comparer, il faudrait une équivalence des sources, et c'est une des questions intéressantes. Mais alors, si on passe de l'histoire à l'espace public, quid de cette question nationale dans le monde politique ou dans l'espace public? Or, on assiste souvent à une dérive vers la comparaison avec son propre passé, sans même vérifier que le contexte est différent, que les contraintes sont différentes, et que même à l'intérieur de l'espace national, il y a souvent une difficulté dans la comparabilité des sources et des contextes. Et donc, il y a moins de précautions prises que les historiens avec leur méthode. Et je pose la question de savoir si l'usage de la comparaison historique dans chacun des pays renforcerait le national ou aurait un effet lissant d'un certain nombre, enfin, comment dire, d'un ensemble européen ou mondial avec des grandes références, notamment de méchants, avec lesquels on pourrait se comparer. Et donc, je dirais peut-être comme dernier point, je trouve que ces réflexions sont intéressantes comme contribution au débat sur la différence ou le malentendu entre ce qu'on appelle en allemand, parce qu'on aime bien parler latin, historia contre memoria, donc l'histoire et la mémoire, puisque ce sont, au fond, si on lit le programme du colloque et sa structure, sont les questions qui sont soulevées. Le passé comme ressource identitaire, mobilisatrice, l'exploitation politique de l'histoire. Et là, alors, c'est un point qui, là aussi, de vocabulaire qui est important. Il y a souvent confusion entre, non pas confusion, mais oui, on floute un peu la différence entre l'usage de l'histoire et l'utilité de l'histoire. Et là aussi, on n'est pas souvent au clair dans cette notion de mobilisation comme instrument d'action ou de rassemblement qui peut glisser très rapidement à une instrumentalisation, y compris dans des projets des grandes institutions de la mémoire, de monumentalisation, les fameuses histoires magistrales qu'on appelle les Meistererzählungen en allemand, les grands récits. Je terminerai par un tout dernier point pardon, excuse-moi, non, parce qu'il faut que je dise ça. C'est que, on le voit dans ce dernier point et dans ce que vous avez aussi présenté, c'est dans le passage à l'usage public, ce sont les analogies simplificatrices qui sont réductrices de complexité. J'ai pensé à un point, c'est pour ça que je l'ai noté en vitesse, en écoutant avec attention Martine Saint-Preux, les effets à long terme de la simplification dans la réduction. Il nous a bien montré que ce cas, que je trouve très actuel en Allemagne, on le sait, même les non-spécialistes de l'Allemagne savent que le pays est, que malgré la réunification, il y a des dissensions et des contentieux qui ne sont pas dits. Le cas de la RDA où l'identité a été construite sur l'antifascisme s'est retrouvé renversé par le regard des vainqueurs, entre guillemets, de l'Ouest, qui, eux, avaient insisté sur la similitude de la RDA avec le nazisme. Et on voit ici, je trouve, comment la tension entre les idéologies, qui était parfaitement en miroir, se perpétue dans une tension dans les sociétés, précisément par les effets de la comparaison. C'est-à-dire que on dit souvent, il y a une nostalgie du passé. Je pense qu'on ne regarde pas assez ce point qui a été soulevé par Martine et pour lequel je le remercie. Pardon d'avoir été un peu longue. Pas de problème. Merci beaucoup. On peut aussi... oui, donc comme hier, mais hier c'est pareil, on avait aussi pris un peu de retard, mais on a un peu de marge sur le déjeuner, donc on peut aussi prendre 10 minutes, 15 minutes de discussion. Donc peut-être d'abord Martine Sabrou veut réagir aux commentaires. Das könnt ihr auf Deutsch machen und wir übersetzen, wenn es leichter ist. Ja. Genau. Merci bien Nathalie et Hélène, bien sûr. En effet, je préfère de m'exprimer en allemand maintenant. C'est plus facile dans le contexte allemand dont je suis maintenant. Also ich werde kurze Bemerkungen auf Deutsch machen und möchte beginnen mit der Feststellung, dass ich mich selbst nicht als vergleichenden Historiker bezeichne, sondern durch Sie, Nathalie, eigentlich mich aufgefordert fühlte, über
den Zusammenhang von Individualisieren und Generalisieren nachzudenken. Ich kam also aus einer gewissen Distanz heraus und mein Vortrag hatte das Ziel, Vorteile und Nachteile abzuwägen und auch ein gewisses Misstrauen, das ich gegenüber dem Vergleich habe, gerade weil er Politik und Wissenschaft so sehr verbindet. Dieses Misstrauen wollte ich nachspüren. Soll ich eine Pause machen? Je veux bien. Oui, donc il disait lui-même qu'il ne se voyait pas comme un comparatiste, que donc mon invitation, ma sollicitation, voilà, l'avait mis aussi un peu au défi de réfléchir sur cette question, et notamment la perspective voilà, individualisante ou généralisante de la comparaison, qu'il avait voulu un peu voilà, mettre en balance les avantages et les inconvénients, réfléchir là-dessus, et lui-même finalement réfléchir sur une certaine méfiance qu'il a envers la comparaison. Ja. Und mein Misstrauen bezog sich vor allem auf diese unglaubliche Dienstbarkeit des Vergleichs. Man kann eben tatsächlich alles vergleichen und die Wahl des Vergleichspartners impliziert schon ungewollt ein Teil des Ergebnisses. Das hatte mich gestört. Ich fand aber in der Analyse oder in der näheren Beschäftigung, natürlich gespeist durch etwa Hartmut Kelbe, die enormen Vorteile des Vergleichs. Und damit komme ich zu einer Überlegung von Hélène Miard de la Croix, ob der Vergleich eigentlich nationale Eigenarten stärkt oder mindert. Meine Antwort wäre, er tut beides. Er kann in der Tat das hochmütige Alleinstellungsmerkmal des Deutschen Kaiserreichs bis 1914 oder 1917 relativieren. Auf der anderen Seite kann er auch dieses, wie soll ich sagen, demütige Moment eines deutschen Sonderweges relativieren. Die Gentry und das Bürgertum in England hatte sich nicht sehr viel demokratischer, emanzipierter gezeigt als in Deutschland. Und am Ende sind wir dazu gekommen, aus dem einen Sonderweg und den anderen Normalwegen viele Eigenwege zu machen. Also der Vergleich kann beides leisten. Er kann nationale Identität durch Abgrenzung hochmütig stärken, er kann sie aber auch relativieren. Oui. Donc, c'est vrai qu'au départ, sa méfiance est liée, c'est des choses qu'on a évoquées hier aussi avec Mark Philp et avec vous au début, venait en fait de cette, finalement, le fait que la comparaison peut être utilisée tellement de manière mise au service d'autre chose qu'on peut tout comparer. Et que cela a bien sûr des implications déjà dès le départ sur les résultats qu'on va en tirer de cette comparaison, mais que voilà, en réfléchissant, etc., il a aussi constaté les avantages énormes que peut avoir la comparaison, et il est revenu donc sur la question que Hélène a posée à la fin, est-ce que ces comparaisons ont tendance plutôt à renforcer en fait les identités nationales, ou au contraire peuvent amener une certaine relativisation? Et en fait, sa réponse est les deux. C'est-à-dire que cela dépend. Il a pris l'exemple de l'Empire allemand, donc sous Bismarck et donc aussi Wilhelminien, en disant que d'un côté, cela peut quand même amener aussi à relativiser, à se rendre compte que, par exemple, la bourgeoisie anglaise n'était pas forcément plus démocratisée ou anticipée ou émancipée que la bourgeoisie allemande, par exemple. Et donc, cela peut permettre de prendre une distance par rapport à la notion de le fameux Sonderweg, donc de la voie particulière allemande, qui elle-même, à la base, vient d'une comparaison qui, elle, renforce la spécificité nationale. Donc, ça dépend vraiment, en fait, ça peut aller dans les deux sens. C'est en tout cas son avis. Maintenant, quelques mots sur la comparaison et la proximité de Histoire et Mémoire. In der Tat finde ich, dass der historische Vergleich eine Inkarnation des Widerspruches ist. Auf der einen Seite, gerade für Sozialhistoriker, ist er ein sehr differenziertes, methodisch hochreflektiertes Instrument. Auf der anderen Seite ist der Vergleich wie keine andere historische Operation in der Gefahr, populär missbraucht zu werden. Das ist ein Problem aller Zeitgeschichte. Wir sprechen dieselbe Sprache. Wir sind nicht wie die Mediziner oder die Physiker, die eine andere Sprache benutzen, sondern unsere Sprache teilen wir mit allen anderen. Und schon das Wort Vergleich kann im Deutschen, wie Hélène hervorgehoben hat, auf eine sehr unterschiedliche Weise gebraucht werden, die man im Deutschen gut unterscheiden kann.
Hélènes Satz war, das kann man doch nicht vergleichen. Das ist ein moralischer Satz. Rein empirisch ist er unsinnig und methodologisch ist er einholbar. Das Argument heißt eben immer, Äpfel kann man nicht mit Birnen vergleichen. Natürlich kann man das. Es handelt sich um Kernobst und es fällt vom Baum und es kriegt matschige Stellen und man kann es essen. Es gibt viele Tertia comparationis. Der Satz, das kann man doch nicht vergleichen, bezieht sich auf eine feine Unterscheidung im Deutschen zwischen unvergleichlich und unvergleichbar. Madame de Bourdec, wir hatten versucht, diesen Satz zu übersetzen. Es geht nicht, aber er meint, comparable in dem einen Sinn moralisch, das kann man nicht vergleichen mit Pathos, auf der anderen Seite unvergleichbar, man kann es sehr wohl vergleichen, auf einer empirischen Ebene. Oui, donc, alors oui, il est revenu aussi sur... donc il a dit que pour lui, la comparaison historique, en fait, est l'incarnation de la contradiction, en quelque sorte. C'est-à-dire que comme elle a un potentiel, on va dire, réflexif, finalement assez unique, mais d'un autre côté, elle peut conduire à aucune autre opération historique ne peut conduire à autant d'abus. Le risque d'abus n'est jamais aussi grand que quand on compare. Et oui, donc c'est aussi un problème des historiens du temps présent aussi, qui utilisent finalement la même langue, la langue quotidienne, la langue de tous. Il a opposé ça aux physiciens, aux sciences dures, qui ont un langage spécialisé. Et rien que l'usage en fait du mot, alors allemand, il est venu sur le mot allemand, comparer, le verbe comparer, vergleichen, et lui déjà en fait plurivoque. Par exemple, la phrase qui a été dit, que Hélène a utilisée, on ne peut pas comparer, ce n'est pas comparable. En fait, c'est un jugement moral en fait qui est porté, alors qu'on dit on ne peut pas comparer des pommes et des poires, c'est l'exemple qu'il a pris, alors qu'en fait, si, il y a des pépins, ce sont des fruits, etc. Donc c'est méthodologiquement absurde, mais il y a cette dimension morale. Et effectivement, dans son texte qu'avec Heide, nous avons traduit, n'est-ce pas, il y avait deux mots, unvergleichlich et vergleichlich et vergleichbar. Et on était bien en peine pour la traduction, parce qu'en français, on a comparable. Mais il y a cette idée, moi j'avais proposé de le traduire en disant on peut le comparer au sens où empiriquement c'est possible, mais que ce n'est pas forcément légitimement ou éthiquement comparable. Et il y a ces deux notions-là, en fait. Donc quand on dit c'est comparable, souvent ce n'est pas comparable, il y a une idée normative derrière, morale, c'est comme ça que je le comprends, ou éthique, alors qu'empiriquement, ça peut tout à fait l'être. Donc c'est une décision normative aussi, on revient là-dessus en disant que ce n'est pas comparable. Voilà. Eine letzte Bemerkung noch. Frau Mia de la Croix fragte nach der Popularität des Nazi-Vergleichs, des NS-Vergleichs, warum das eigentlich so ist, obwohl er doch sich wissenschaftlich häufig als so unsinnig erweist. Also meine Antwort wäre kurz, zum ersten wegen des Skandalpotenzials. Es gibt keinen anderen Vergleichsbezug, der in diesem starken Maße Aufmerksamkeit erregt, auch vernichten kann. Und das zweite Argument wäre, dass hier in der Tat Memory und History besonders zusammengehen. Die Ermordung der europäischen Judenheit stellt so etwas wie den negativen Gründungsmythos der heutigen Bundesrepublik dar und ist das Maß, an dem alles gemessen wird und das Böse schlechthin sich darstellt. Und auch das ist ein Moment der Anziehungskraft, dass wir es hier mit einem Kernelement des deutschen Selbstverständnisses zu tun haben, weswegen ja auch der Angriff von Dirk Moses auf den Katechismus der Deutschen in Deutschland besonders scharf récipiert und beantwortet wurde. Oui, donc c'est la dernière remarque sur la popularité de la comparaison avec le nazisme, malgré finalement, le fait que c'est indigne, etc. Toutes les contradictions qu'il y a derrière. Donc il donne pour lui deux raisons. À la fois le potentiel scandalisant en fait de cette comparaison. C'est quelque chose dont on a parlé hier aussi avec l'AfD, par exemple, d'utiliser la comparaison pour créer un scandale, pour son potentiel scandalisant. Et d'autre part, oui, là, on voit bien le lien entre mémoire et histoire et le fait que la Shoah, notamment, l'Holocauste, ça reste une sorte de mythe fondateur négatif pour l'Allemagne, et je veux dire même pour l'Europe, sans doute. Ça, c'est moi qui rajoute, que c'est un peu le mal absolu, etc., et que la place, en fait, que cela a dans la mémoire explique sans doute qu'on y recourt, que ça ait encore jusqu'à aujourd'hui un rôle aussi important. On peut prendre encore 5 minutes. Oui, es war Ihre letzte Bemerkung, oder?
Ja, Habe ich auch so ja. richtig gehört, Genau. Entschuldigung. Y a-t-il des réactions, des questions dans la salle? Oui, Nicolas. Est-ce que je pose la question en français ou en allemand ou dans les deux langues déjà? En français, s'il vous plaît. D'accord. Donc c'est une question aussi. Donc merci beaucoup déjà pour la conférence et pour le commentaire. La question que je me pose aussi, c'est donc vous avez évoqué aussi toutes les réticences que l'on peut avoir vis-à-vis de la comparaison, aussi sur le plan méthodologique, sur ces usages aussi qui peuvent être faits dans l'espace public. Mais aussi la question qu'on peut se poser, c'est aussi si toutes ces réticences, si toutes ces critiques que l'on peut adresser à la comparaison, elles ne constituent pas finalement une richesse pour celle-ci, dans la mesure où elles apportent autant de retours réflexifs sur la méthode de la comparaison sur le plan heuristique. Donc là, je prêche aussi un petit peu pour ma paroisse d'historien comparatiste, mais par rapport à d'autres méthodes finalement qu'on peut utiliser, donc dans l'histoire croisée, dans l'histoire globale par exemple, est-ce que tous ces retours que l'on reçoit, tous ces retours critiques vis-à-vis de l'histoire comparée, ne sont pas finalement des richesses aussi pour l'historienne et pour l'historien? Merci. Nikolaus, wenn ich gleich kurz antworten kann, ja, ich teile diese Auffassung. Natürlich hat der Vergleich ein enormes Potenzial an Reichtum. Meine Bedenken, die eine haben wir jetzt in der Länge erörtert. Das eine Bedenken ist, dass der fachlich abgestützte Vergleich sehr, sehr schnell in der öffentlichen Diskussion zu einer anderen Ausbeute führt, ohne dass man dem eigentlich entgegentreten kann. Das zweite Argument ist immer die Wahl des Vergleichspartners. Ich habe mich sehr viel, wie vorhin ja hervorgehoben wurde, mit der DDR und auch der DDR-Geschichtswissenschaft beschäftigt. Wann immer ich die DDR mit der Bundesrepublik verglichen habe, erlebte ich eine Aufwertung des Gegenstandes, die mir manchmal gar nicht so recht war, aber meinen Gesprächspartnern sehr. Der NS-Vergleich hingegen hat das Gegenteil bewirkt. Der zweite Einwand ist der Abstraktionsgrad. Oder jetzt schon der dritte, der Abstraktionsgrad. Also ohne den Reichtum des Vergleichs in irgendeiner Weise in Abrede stellen zu wollen. Es ist mehr vielleicht die eigene Überlegung, warum ich dem Vergleich mit einer gewissen Skepsis gegenüberstehe. Und das hat mit dieser Abstraktionsnotwendigkeit zu tun, die Frau Mia de la Croix auch schon angesprochen hatte, als es um das Vokabular ging. Ich hatte ich habe in meiner eigenen wissenschaftlichen Arbeit immer mehr Wert darauf gelegt, das Fremde herauszuarbeiten als das Nahestehende. Der Vergleich nähert natürlich ein Stück weit an. Gerade mit meinem Freund und Kollegen Jürgen Kocker habe ich mich so viel über die Eigenart der DDR-Geschichtswissenschaft gestritten. Und immer war sein Aspekt der Vergleich unter dem Tertium Comparationis der Wahrheitssuche. Ich fand aber, dass für die DDR-Geschichtswissenschaft der Begriff der Wahrheit eine weniger emphatische Bedeutung hatte, mehr einen Aushandlungsprozess meinte und nicht diesen absoluten ethischen Normwert hatte. Ebenso der Begriff der Objektivität. Und ich kam immer weiter, wenn ich von der Vergleichsebene runterging und mich eher wie ein Ethnologe, wie ein Bronislaw Malinowski auf die Eigenlogik meines Gegenstandes eingelassen habe. Ich möchte aber gleichzeitig bemerken, das ist eine eigene wissenschaftliche Herangehensweise in der eigenen Subjektivität, die ich nicht verallgemeinern möchte. Sie macht mich nur wacher für die Schwächen eines vergleichenden Verfahrens, dessen Sinn ich ansonsten sehr wohl einsehe und deswegen auch Ihren Worten zustimme. Oui, alors, pas facile, mais je vais essayer de résumer. Voilà. Alors oui, il souligne, enfin, il est tout à fait d'accord avec le potentiel de la comparaison. Donc ses réserves, il a noté trois choses. Donc la comparaison qui est méthodologiquement fondée, que pratiquent les historiens, le problème c'est son exploitation en fait, après qui en est faite et qu'on ne peut pas contrôler, en quelque sorte, enfin qu'il est difficile pour les historiens de contrôler. La deuxième chose, alors il a rappelé qu'il a beaucoup travaillé sur l'histoire de la RDA et aussi sur en fait la science historique en RDA. Et que dans les comparaisons entre RFA et RDA, voilà, il était parfois gêné par le fait que la comparaison en fait valorisait ce à quoi on comparait, donc le partenaire de comparaison, et que parfois il était gêné par cela. Et enfin, la dernière chose, c'est par rapport au degré d'abstraction en fait, qu'il y a dans la comparaison. Et il est revenu sur des choses dont a parlé Marc Philippe hier, la question du vocabulaire. Et le fait que, par exemple, voilà, il a eu beaucoup de débats avec son collègue Jürgen Kocker sur l'analyse des travaux des historiens en RDA et ce que signifiait le terme vérité et objectivité.
et que lui, il s'est plus détourné de la comparaison pour faire un travail, il a dit plutôt d'ethnologue, c'est-à-dire de comprendre la logique propre en fait des historiens de la RDA. C'est ce dont on a parlé hier autour de justement de l'histoire du terme démocratie, en fait, de comprendre les logiques propres à cela, et que là, on était aussi un peu avec les limites de la comparaison. Et donc, il en reste là que c'est une méthode très utile et très fructueuse, mais qu'il faut aussi avoir conscience de ses faiblesses, en quelque sorte. Je crois avoir à peu près rendu correctement les choses. Peut-être une dernière question avant d'aller à la pause café. Sauf que tout le monde a envie d'aller à la pause café. Ah oui, Nicolas, en ligne. Oui, vas-y Nicolas, mets bien ton micro. Active. Oui, on t'entend. Oui. Vous m'entendez? Oui, tout à fait. Oui, on t'entend très bien, vas-y. Oui. T'es dans le noir, mais on t'entend bien. Oui, c'est un peu son, excusez-moi. Oui, je ne sais pas si l'ouvrage existe en traduction allemande. Un ouvrage de Emilio Gentile, qui s'intitule en italien « Qui est fasciste ?» Non, qui est fasciste. C'est un petit ouvrage où justement Emilio Gentile explique que cette idée d'un retour du fascisme, dont on ne cesse d'évoquer le risque, n'a aucun fondement. Et là, il a une très belle formule. Il crée ce néologisme de astoriologia. Et il dit l'astoriologia est à la storiologia ce que l'astrologie est à l'astronomie. C'est-à-dire que sur le fondement, comme cette analogie très très vague, on peut évidemment à chaque fois parler d'un retour du fascisme. Mais alors il y a en plus une particularité dans le cas du fascisme, c'est qu'il y a l'éternel fascisme. Ça, c'est ce concept, par exemple, qu'avait élaboré Umberto Eco dans un essai dans les années 90, au moment où précisément, dans la coalition de Berlusconi, les héritiers du fascisme historique étaient enfin arrivés au pouvoir, et là on parlait d'un éternel fascisme. Et il dit c'est quand même très singulier, parce que non seulement on parle d'un possible retour du fascisme, mais dans le cas du fascisme même, on voit un fascisme qui préexiste à lui-même. Enfin bon. Donc il dit qu'il faut revenir quand même à la rigueur scientifique, à la connaissance et à la culture historique, avant de s'aventurer dans ce type d'analogie dont il explique précisément non seulement les limites, mais le caractère absolument infondé du point de vue scientifique. Merci Nicolas pour cette référence d'italianiste. Donc c'est mon collègue italianiste qui est malheureusement à la maison à cause du Covid. Voilà, c'est lui. Voilà, ich weiß nicht, Herr Sabro, ob Sie noch kurz was sagen wollen? Ja, natürlich. Also Emilio Gentile kenne ich vor allem für seine vergleichenden Studien auch zum Faschismus und auch zum Zeitverständnis von Nationalsozialismus und Faschismus und finde sie sehr beeindruckend. Aber diese Idee eines Fascisme éternel, das geht dann so in das Psychologische und das Allgemeine hinein, dass ich mich an den letzten Satz meines eigenen Vortrages erinnert fühle, dass wir sehr oft Gefahr laufen in der öffentlichen Diskussion, dass die Vergangenheit zum Spiegel unserer Gegenwart gemacht wird und auch unserer Gegenwartsbefindlichkeiten. Und manche der Fragen, der Vergleichsfragen, spiegeln in der Tat weniger eine Möglichkeit des Erkenntnisgewinnes als eine Analyse dessen, was die Gegenwart erfüllt. Ich musste in den letzten Tagen für Spiegelgeschichte einen kleinen Essay schreiben über das Thema 1933 und wir. Ob 1933 wiederkommt und sozusagen, wie Timothy Snyder auch argumentiert, ein ewiger Faschismus doch immer wieder hervorkommen kann. Ich sehe darin in der Tat, ja, wie soll ich sagen, fast eine Verharmlosung der Geschichte, die glaubt, dass es eine Wiederholungsstruktur gibt in dem, was wir heute erleben. Und das ist mir schon bei Snyder und Applebaum aufgefallen, dass es so einen schrillen Diskant dann gibt, in dem die Vergangenheit in einer Weise zugeschnitten wird, dass sie gegenwartsadäquat ist und damit natürlich auch zu einer schnell abgenutzten Münze. Und das sieht man ja auf der Gegenseite von Moskau ausgehend in der historischen Propaganda am stärksten. Ok, donc oui, il connaît effectivement Gentile, et donc justement aussi ses études sur le fascisme, et par rapport à cette idée de fascisme éternel, donc si j'ai bien compris, qui est critiquée par Gentile, il dit qu'effectivement ça illustre, qu'il a dit dans sa dernière phrase, à savoir que le passé se réduit à un miroir du présent et de l'état émotionnel finalement dans lequel on se situe aujourd'hui.
Et c'est aussi un danger. Donc là, il parlait d'un, j'ai pas tous entendu à ce moment-là, mais d'un article d'un essai qu'il doit faire pour Spiegel Geschichte sur 1933, le risque d'un nouveau 1933, et que là-dedans, il y a quand même un vrai risque de Verharmlosung, donc c'est pas facile donc de traduire minimisation, banalisation, minimisation, voilà, de cela, et que ça, c'est quelque chose, voilà, qu'il juge effectivement très problématique. Voilà, qu'on risque de tomber dans la banalisation de 1933 ou du fascisme. Donc là, nous allons devoir arrêter parce que nous avons pris beaucoup de retard. Donc je vois que Madame Ben Smida est déjà en ligne. Alors on va avoir un peu de retard parce qu'il y a encore une petite pause avant. Donc on va reprendre dans 15 minutes. Donc on n'aura que 20 minutes de retard ou 25, ce qui n'est pas catastrophique. Donc voilà, donc pour vous, vous avez encore une petite... une petite pause. Vielen Dank, Herr Sabro. Merci beaucoup pour cette conférence très stimulante. Et donc, nous allons en pause dans le hall café et petite viennoiserie. Au revoir et je vous souhaite une conférence fructueuse. Au revoir à tous. Au revoir. Auf Wiedersehen, Wiederhören. Egal. Tschüss. Au revoir.